Je laisse les derniers arrivants s'installer et puis on va pouvoir commencer. On a une captation directe et donc un horaire précis à respecter. Donc cette conférence et cette rencontre ce soir à Rouen débute donc à 18h30. Chers amis, chers étudiants, chers publics de curieux ou d'amateurs, bienvenue à cette première soirée rouennaise du Printemps des Arts, un soir avec. Je me présente, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas non plus, mais je suis ravie d'être là. Je suis Alicia Adamza-Gossé, maître de conférence en histoire de l'art moderne, et avec ma collègue Laura de Fuchsia, qui devait être présente ce soir, mais qui est de l'autre côté de son écran, j'en suis certaine, nous avons créé, il y a 2 ans, imaginé un cycle de rencontres autour de l'art intitulé « Le Printemps des Arts, un soir avec », qui, pour cette 2e année consécutive, vous propose de rencontrer, d'écouter les acteurs du monde de l'art, nos collègues conservateurs et ou universitaires, et de découvrir ou redécouvrir à travers leurs connaissances et surtout leur expertise, leur œil, un artiste, une collection ou un musée. Alors ce soir, c'est la première fois que nous sommes accueillis en tant que Printemps des Arts, même si le froid se fait encore ressentir ici à l'Institut catholique de Paris, sur le campus rouennais. Et donc nous nous associons au cycle de conférences Histoire et culture... Histoire et patrimoine, pardon, c'est notre spécialité. Histoire et patrimoine de Rouen. Donc un regard croisé, si je puis dire, ou des conférences croisées avec la participation donc, de notre ami Diedrich Backhuis. L'édition 2025 du Printemps des Arts, un soir avec, s'est ouverte il y a juste 2 semaines, sur le campus parisien de l'Institut catholique de Paris, autour des peintures italiennes du musée du Louvre, et vous pourrez les revoir en replay sans aucun problème. Ce cycle de rencontres se poursuit ce soir avec notre invité Diedrich Backhuis. Et puis, il nous parlera évidemment de l'incontournable grande figure artistique locale de Rouen, à savoir le peintre, sculpteur et dessinateur Théodore Géricault. Et enfin, vous avez le programme, mais n'hésitez pas à demander le programme. Hein. On distribue le programme, mais on ne distribue pas de popcorn, je suis désolée. Le programme continue avec... je suis tellement heureuse que voilà, je dis parfois des bêtises. Se poursuivra autour des dessins de Raphaël à la fin du mois de mars, avec une présentation de la part des conservateur du Palais des Beaux-Arts de Lille, de l'exposition immersive consacrée à Raphaël, et puis on finira notre cycle de conférences autour du peintre de la lumière et de l'ombre, le Caravage, le peintre italien Caravage. Mais avant cela, et au nom donc de la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris, du département d'Histoire de l'Art, de mon binôme Laura, je tenais à remercier le campus de Rouen de l'Institut catholique pour son accueil et son enthousiasme à être associé à cet événement qui est le Printemps des Arts. Merci donc à Yann Poinsignon, le directeur du campus, à sa dynamique directrice de la licence d'Histoire de l'Art, mon amie Liana Kazarska, et à tout le personnel administratif et technique qui s'est investi pour que cette soirée ait lieu et soit parfaitement organisée. Et pour conclure, il se doit de remercier très chaleureusement notre invité de ce soir, Diedrich Backhuis, qui nous fait l'amitié de participer à nos rencontres et confirme aussi les liens forts, les liens constants qui sont tissés entre l'Institut catholique de Paris, site de Rouen, et le Musée des Beaux-Arts de Rouen. Diedrich est en effet historien de l'art, formé à l'Université Paris 1, et depuis 1997, il est conservateur des peintures et des sculptures anciennes, mais aussi du cabinet des arts graphiques du Musée des Beaux-Arts, ici à Rouen. Et à ce titre, il a organisé de nombreuses expositions qui ont fait date, qui ont donné lieu à des publications phares sur le dessin, mais pas uniquement, mais quand même aussi sur le dessin français du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais ce soir, donc, c'est un artiste plus contemporain sur lequel il va poser son regard et guider le nôtre, à savoir Théodore Géricault. Je lui laisse donc la parole et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci à tous, mais je vais entrer, je crois, dans le vif du sujet en vous saluant tous. Donc, je suis effectivement depuis longtemps conservateur au Musée des Beaux-Arts de Rouen et jusqu'à une date toute récente d'ailleurs, parce qu'on est un petit peu en train de réorganiser les périmètres des différents chargés de collection au musée, dans la perspective aussi de mon départ prochain du musée de Rouen, mais pas de l'INP, pas de l'ICP, pardon.
pas de l'ICP Campus de Rouen, où je resterai. Eh bien, jusqu'à une date récente, en fait, Géricault faisait encore partie de mon champ chronologique. Et puis, c'est quelqu'un que les étudiants de l'ICP connaissent bien, qui est Jeanne-Marie David, qui a repris l'étude et le travail sur ce très très grand artiste, qui est une des figures les plus importantes de nos collections, les collections du Musée des Beaux-Arts de Rouen, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Je vois des têtes que je vois souvent au musée. Géricault est un artiste qui est remarquablement bien représenté dans nos collections. Ça s'explique par le fait qu'il est né à Rouen. Lorsque le musée ouvre ses portes en 1809, Géricault a en fait pas vraiment commencé sa carrière publique, mais dans les décennies qui suivront, oui, c'est une figure admirée. Il faudra quelque temps pour qu'il entre dans les collections. Et à partir du milieu du XIXe siècle, il s'est produit quelque chose qui n'existait pas précédemment, c'est qu'on s'est tout d'un coup avisé que Géricault, qui a passé finalement très peu de temps à Rouen, hein, il est né en 1791 et sa famille s'établit à Paris, se fixe vraiment à Paris en 1796, et il ne reviendra que très très épisodiquement dans la ville, mais il sera considéré comme une des grandes figures phares de l'école normande à une époque, au milieu du XIXe siècle, où tout d'un coup, après avoir conçu pendant 40 ans le musée comme une espèce de petit Louvre à vocation un peu universelle, on se pose vraiment la question de l'ancrage territorial et on s'emploie à acquérir des œuvres d'artistes qui sont natifs de la ville ou, si possible, natifs de la région. Et donc, Géricault, à partir de cette date-là, vous verrez, j'insisterai un tout petit peu sur la date d'entrée des œuvres dans la collection du musée. Géricault, à partir de cette date-là, sera pourchassé, si je puis dire, enfin ces œuvres seront pourchassées par les conservateurs successifs et jusqu'au début du XXe siècle se constituera jusqu'aux années 20. Les dernières acquisitions les dernières acquisitions très importantes se font même après la Deuxième Guerre mondiale. On aura l'occasion de les évoquer. Va se constituer une collection qui est vraiment une collection exceptionnelle, la plus importante en France, assurément après celle du musée du Louvre. Quelques dates ici pour fixer un petit peu la chronologie de ces premières années. Donc, je vous disais, il est né en 1791, il est né dans un milieu bourgeois, et ça c'est une chose importante à savoir parce que c'est un artiste qui ne sera pas du tout aiguillonné par la nécessité de gagner de l'argent, de gagner de la vie. Il expose par amour de la peinture et par souci de se faire un nom, d'acquérir la célébrité comme peintre, mais absolument pas, contrairement à beaucoup de ses confrères, parce qu'il a besoin de cela pour vivre. Il fera, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, par exemple, le traditionnel voyage en Italie que beaucoup d'artistes font à cette époque-là, mais il le fera à ses propres frais, par exemple, et pas du tout aux frais de l'administration après avoir remporté le prix de Rome. Il était d'une famille de notables. Son père avait été un procureur au Parlement de Normandie. Il perd ce poste avec la suppression du Parlement de Normandie en 1790. La famille traverse une petite crise dans les années qui suivent et va s'installer à Paris, où son père trouve à s'employer dans une manufacture de tabac qui était gérée par la famille. Et Géricault fait une bonne scolarité comme un jeune homme de bonne famille de son époque, entre en 1811 à l'École impériale des Beaux-Arts, où il est tout d'abord l'élève d'un artiste important de l'époque qui s'appelait Calverny, et surtout de Pierre-Narcisse Guérin, qui sera son maître principal. Et puis, on reviendra très vite sur les moments de sa formation et ce qu'elle impliquait très concrètement d'apprentissage pour un artiste de cette génération-là. Mais ce qui est très frappant chez Géricault, c'est que c'est un talent d'une précocité extraordinaire. Alors c'est un artiste dont la carrière est quelque chose de très très fulgurant. Il disparaîtra d'ailleurs à 32 ans et il reste aujourd'hui un des très grands noms de la peinture française du 19e siècle. Quand on commence à brosser des panoramas de la peinture française à la fin du 19e, Géricault est considéré vraiment comme un des jalons de la modernité, qui passe par Delacroix, Courbet, les impressionnistes, etc. C'est
très très grande figure, mais dont la carrière est extraordinairement ramassée dans le temps et qui commence alors qu'il est tout jeune. En fait, à 21 ans, il se rend célèbre en exposant au Salon à Paris ce tableau que vous connaissez peut-être, qui est un officier de chasseur à cheval de la garde impériale chargeant. Il est exposé au Salon de 1812, c'est-à-dire qu'il est exposé alors que va démarrer la campagne de Russie, c'est-à-dire en pleine guerre napoléonienne. Et c'est une image extrêmement saisissante, très très frappante d'énergie, de richesse picturale, d'inventivité dans la représentation du drame du combat, extrêmement dynamique aussi. Et Géricault s'y révèle tout de suite un très très grand maître. Alors, comment s'est-il formé? Il s'est formé dans l'atelier de Guérin, qui est un peintre néoclassique important, dont il va s'éloigner d'ailleurs assez vite, mais il s'est surtout formé en regardant les maîtres, et beaucoup d'artistes font ça à sa génération-là. Il va énormément fréquenter les galeries du Louvre et il va faire ce que faisaient tous les artistes un peu ambitieux, c'est-à-dire qu'il va se confronter par l'exercice de la copie, il va se confronter aux grands maîtres et il copie inlassablement Titien, Véronèse, Rubens, Van Dyck, beaucoup d'artistes qu'on range aujourd'hui dans la catégorie des coloristes, c'est-à-dire ceux qui travaillent plutôt la richesse de la matière, les interconnexions entre, la richesse chromatique plutôt que l'art plus cérébral de Poussin, par exemple. Et cette sensibilité, notamment à la peinture de Van Dyck, à la peinture de Véronèse, à la peinture vénitienne, elle transparaît évidemment ici, tout en étant totalement ancrée dans une réalité contemporaine, puisqu'il faut bien se représenter que quand il représente cette scène, c'est une scène que beaucoup de ses contemporains vivent et vont vivre encore pendant plusieurs années. Qu'est-ce que le salon? J'anticipe peut-être un peu. Oui, non, petit détail, mais je passe un peu rapidement. Il expose son tableau à côté d'un autre portrait équestre de grands militaires de l'Empire, enfin d'un militaire beaucoup plus célèbre de l'Empire. Le portrait de Géricault que je viens de vous montrer est un portrait d'un officier qui s'appelait Dieudonné, mais qui était un officier tout à fait obscur, et dans le petit catalogue qui accompagne la présentation au salon, le modèle n'est pas identifié. En fait, l'idée est de représenter véritablement un jeune officier de chasseur entraînant ses troupes au combat dans une espèce de paysage très très dynamique et chatoyant de couleurs, et en même temps qui donne bien à voir la férocité du combat. Le portrait que vous avez à droite, c'est le portrait du roi de Naples qui a épousé l'une des sœurs de Napoléon, Caroline, le maréchal Murat, et qui a commandé le tableau, et les deux tableaux sont présentés côte à côte. Et Gros, c'est le grand portraitiste militaire de cette époque-là, celui qui recueille les commandes de l'empereur et des grandes figures de la cour. Il est considéré comme un des très très grands maîtres du cheval, et Delacroix, par exemple, est beaucoup revenu sur l'importance qu'avaient eu les exemples de Géricault dans le domaine précisément de la représentation du cheval chez Géricault. Mais on voit bien en même temps, en comparant ces deux peintures, tout ce qui sépare ces artistes, le caractère très dynamique, très libre dans la touche, très chatoyant, je le disais, et puis l'image plus officielle, plus hiératique du roi de Naples sur son cheval, qui assiste à des revues. Alors le contexte est effectivement moins dramatique, mais voilà. Donc on imagine bien, les deux tableaux sont de format à peu près comparable, c'est-à-dire que les figures sont représentées en grandeur naturelle, et les deux tableaux et la comparaison des deux tableaux, si vous voulez, contribuent aussi à asseoir la réputation de cet artiste que personne ne connaît. Enfin, quand il expose à 21 ans, personne ne le connaît, à part ses camarades d'atelier, de l'atelier de Guérin, mais je veux dire, c'est une figure que le public n'a jamais vu exposer.
Alors là, je vous montre une image qui est un petit peu plus tardive, qui date même d'après la mort de Géricault, qui est la distribution par Charles X des récompenses aux artistes qui exposent au Salon de 1824. Ceux d'entre vous qui sont familiers du musée reconnaîtront peut-être, je ne sais pas si j'arrive, reconnaîtront peut-être la Jeanne d'Arc de Delaroche, qui est ce tableau. Alors attendez, je ne sais pas si j'arrive à... Bon, c'est pas grave. Vous repérerez peut-être une espèce de tache rouge quelque part, qui est la robe du cardinal de Winchester interrogeant dans sa prison Jeanne d'Arc malade, qui est un tableau qui, dans les salles du musée, est ce qu'on appelle une grande machine, un tableau qui va quasiment qui occupe toute la hauteur de la salle et qui est réduit ici à de bien plus modestes proportions quand on voit l'extraordinaire amas de peinture, cette juxtaposition de toiles dont les cadres débordent quasiment les uns sur les autres. Le salon, c'est ça. C'est une manifestation qui existe depuis la fin du XVIIe siècle. Le premier salon a été organisé en 1699. C'est le grand rendez-vous annuel des artistes peintres en particulier. C'est leur principale occasion d'exposer, enfin pour ceux qui ont la possibilité en tout cas d'y exposer, puisque sous l'Ancien Régime c'est réservé à ceux qui ont été agréés à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Au début du XIXe siècle c'est déjà un petit peu différent, mais il y a un jury et c'est un événement qui présente tous les caractères c'est une véritable sanction officielle si vous voulez, enfin une véritable consécration officielle si vous voulez, que de pouvoir simplement y présenter ces tableaux, et on les présente et bien comme ça dans un espace qui est totalement saturé. Donc on imagine le défi que représente pour les artistes, et a fortiori pour un jeune artiste que personne n'attend, d'exposer dans ce contexte. Donc il faut que ça claque, si j'ose dire, il faut que ça impressionne, et Géricault réussit tout à fait son entrée. On verra que ce sera souvent plus difficile par la suite. Voilà, je disais, c'est un moment officiel. Là, on voit Charles X en 1825, qui a succédé à Louis XVIII. En fait, quand Géricault expose au salon, c'est Louis XVIII qui règne sur la France. C'est donc lui qui inaugure le salon et qui, à la fin du salon, distribue les récompenses en fonction d'une hiérarchie qui a été établie par les membres du jury. Mais donc cet événement, j'insiste un peu là-dessus, revêt revêt une très très grande importance dans une carrière. Et il faut bien se représenter qu'aujourd'hui on vit dans un monde où les artistes ont des possibilités d'exposer qui sont nombreuses. C'est absolument pas le cas de la même façon à cette époque-là. Et donc ces quelques semaines que dure le salon, eh bien elles sont absolument stratégiques dans une carrière. Géricault est... alors attendez, cette image, je la saute parce qu'elle ne devait pas arriver à ce moment-là. Quelques éléments de chronologie. Mon image n'est pas tout à fait bien réglée, mais je vais vous montrer ce qu'il expose au salon suivant et qui constitue la première ligne de la page qui précède. En 1814, il réitère avec un beau coup d'éclat au salon avec ce cuirassier blessé quittant le feu, qui présente une image de militaire. On voit une espèce de bascule s'opérer dans ces années-là, depuis l'image encore très, très impétueuse et qu'on a souvent lu comme une forme de glorification des guerres et du brio des troupes françaises pendant les guerres napoléoniennes. Là, il y a... Le tableau est d'ailleurs exposé après l'entrée des Alliés, après la chute de l'Empire et l'entrée des puissances alliées dans Paris. Mais c'est un tableau déjà beaucoup plus mélancolique et qui présente de la guerre et des terribles sacrifices qui ont été consentis par les armées françaises dans ces années-là, une image toute différente. Je reviens un petit peu sur les éléments de chronologie. Donc 1814, ça c'est coupé par le haut de la diapo. J'évoquais l'exposition du tableau que vous venez de voir. En 1815, de façon assez surprenante, quand on considère l'ensemble de la carrière de Géricault, qui plus tard semblera plutôt un artiste
d'opposition contre le régime de la Restauration. En 1815, pendant la première Restauration, quand Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe, revient à Paris à la suite d'une marche triomphale et que le roi Louis XVIII est obligé de s'enfuir à Gand, Géricault, qui s'est engagé dans les mousquetaires gris du roi, fait le choix, alors qu'il aurait très bien pu se dérober à son devoir, fait le choix, dans l'espèce de chaos qui marque l'évacuation de Paris par les royalistes, fait le choix de suivre Louis XVIII à Gand pendant les 100 jours. Les années qui suivent, et je vais l'illustrer par quelques images, sont marquées par un séjour en Italie, et en 1819, il présentera le radeau de la Méduse, qui est une œuvre que je pense tout le monde a vue ou dont il a vu au moins des reproductions une fois dans sa vie et qui reste aujourd'hui une des œuvres pivots, on va dire, de l'histoire de la peinture française et assurément son ouvrage le plus abouti, le plus complexe, le plus ambitieux aussi. Et puis, il séjourne ensuite en Angleterre, mais j'aurai l'occasion d'évoquer ça plus longuement, avant de travailler en 1822-1823 à la série des Monomanes, qui est aussi un grand moment dans sa carrière, mais que je n'évoquerai vraiment qu'en passant. C'est un cycle qui n'est pas représenté à Rouen, que je connais un petit peu moins bien que d'autres parties de sa carrière, qui, elles, sont par contre bien documentées. Voilà quelques images du radeau de la Méduse, mais on y reviendra dans un instant. En 1816, il essaye de concourir pour le prix de Rome. Je m'aperçois qu'en fait, on a dû charger une version qui n'est pas tout à fait définitive de mon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. C'est complètement de ma faute. En 1816, il concourt pour le prix de Rome, qui était un concours très très difficile, avec sujet imposé, enfin des épreuves assez complexes et un travail sur des sujets imposés en temps limité, dans un contexte surveillé, on va dire, et dont les lauréats sont autorisés à faire un séjour de plusieurs années aux frais de l'administration, l'administration royale en l'occurrence, à la Villa Médicis à Rome. L'Académie de France est une institution qui existe depuis le règne de Louis XIV, mais elle a été assez considérablement rénovée à cette époque-là. Et Géricault a l'ambition, comme beaucoup d'artistes de cette génération, d'aller se confronter à l'Antiquité, aux vestiges de l'Antiquité, et à tous les chefs-d'œuvre, notamment de la Renaissance italienne et de la grande peinture baroque, Carràche, etc., qui constituent encore le socle de la culture visuelle des artistes de cette époque-là. Il échoue en 1817 et il décide d'y aller à ses propres frais. J'espère que je ne vais pas avoir trop de mauvaises surprises avec les images suivantes, qui sont... Oui, bon. Pardon ? Alors, j'espère en fait que celui que j'ai transféré sur la clé est bien la bonne, l'autre est sur mon ordinateur. Je dirais, Marthe, j'ai peur de faire perdre trop de temps si on se livre à des manipulations de ce genre-là. Donc voilà, je vous prie de me pardonner. J'avais fait un PowerPoint extrêmement propre et c'est une version intermédiaire qui vous est projetée ce soir. Voilà, quoi qu'il en soit, il se lance dans un travail. Je vais voir si j'ai des images qui apparaissent un petit peu plus loin, mais non, voilà. De ce séjour à Rome, alors je passe un peu plus vite sur le séjour à Rome, qui prend place en 1816-1817. Il commence par être très déprimé, en fait, par le choc que représente pour lui cette espèce de profusion invraisemblable de chefs-d'œuvre, la grandeur de la civilisation romaine, tout d'abord, dont on voit des vestiges qui n'existent nulle part ailleurs à cette échelle et dans cette quantité-là. Les chefs-d'œuvre de Raphaël, de Michel-Ange, d'Annibal Carràche, etc. Et il a ce que d'autres artistes du XIXe siècle ont éprouvé aussi, une espèce de sentiment d'intimidation, enfin d'être submergé par une beauté, une créativité qui est paralysante. Et puis il se reprend d'une façon très très typique
en s'inspirant de la vie moderne. Et vous avez vu que Géricault débute au salon avec l'officier de chasseur à cheval de la garde impériale chargeant, ensuite avec le cuirassier blessé quittant le feu. Il a décidé de faire carrière sans emprunter la voie de la peinture des gens considérés comme les plus nobles, de la peinture d'histoire. Il ne se fera pas un propagandiste de l'Empire, il ne se fera pas non plus un propagandiste du régime de la Restauration, il ne se tournera pas très souvent il ne se tournera pratiquement jamais ou très rarement, très exceptionnellement vers des sujets tirés de la mythologie gréco-romaine, pas plus que de l'histoire. Il sera totalement indifférent à la peinture religieuse. Il reçoit une commande un jour d'un tableau religieux qui passera à Delacroix. Il est véritablement totalement passionné par les sujets de la vie contemporaine, que dans certains cas d'ailleurs il va décaler, il va en quelque sorte dépayser dans des époques anciennes, mais malgré tout c'est quand même toujours le contact avec quelque chose de très directement observé qui est déterminant pour lui. Il livre, alors ça c'est, je vais me laisser guider par ce que montre mon PowerPoint. Ça, c'est une image qui nous montre un petit peu l'évolution de sa manière de traiter les sujets militaires. On a vu la première image qui pouvait encore passer pour héroïque. À partir de 18-19, alors là, on est plus pendant la période impériale, on est dans la période de la Restauration. Géricault va se tourner assez souvent d'une façon un peu ambiguë d'ailleurs, vers des sujets qui évoquent les guerres napoléoniennes, mais où finalement c'est le versant tragique, c'est le dénouement fatal, c'est les malheurs de la guerre en quelque sorte, qui vont le retenir, au moins autant que l'héroïsme. Il y a aussi des images d'héroïsme qui exaltent la grandeur du sacrifice du soldat, mais dans l'ensemble il est très sensible, et c'est chose absolument capitale dans la psychologie de Géricault, en quelque sorte. Il est extrêmement sensible c'est un homme de compassion, en fait. C'est un homme qui est très sensible à la souffrance, qu'il vit sans doute très intensément quand il la représente. Et il a laissé ce dessin, qui est un dessin absolument magnifique. Je disais, Rouen a la chance d'avoir une collection remarquable de peinture, une collection très remarquable de dessins aussi. Et je profite de la parenthèse pour dire ce que je dis souvent aux étudiants, mais que je peux répéter à un public plus large. Les collections d'art graphique d'un musée comme celui du musée de Rouen sont accessibles sur simple demande. Il faut vous envoyer un mail au musée, vous demander à voir les dessins de Géricault, et on se fera un devoir et un plaisir de vous les montrer. Donc les feuilles que je vais vous montrer, pour beaucoup, proviennent du cabinet des dessins du musée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les consulter. Et je suis sûr que Jeanne-Marie David, qui va bientôt reprendre la responsabilité du cabinet des dessins quand je quitterai mon poste pour un poste parisien, se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous en montrer les chefs-d'œuvre. Voilà, donc ça c'est une feuille remarquable qui est préparatoire pour une lithographie qu'il a tirée ici en 2 couleurs. Alors la lithographie, c'est un type d'estampe qui est à l'époque absolument récent. C'est Géricault, c'est une technique d'estampe où le dessinateur dessine sur la pierre, dessine sur une pierre assez épaisse, en pierre calcaire, une plaque, voilà. Et pour simplifier, ça joue sur la répulsion du corps gras et de l'eau. Il dessine avec un crayon gras, et cette technique a pour particularité de restituer le grain et aussi la facilité gestuelle, si vous voulez, du dessin notamment à la pierre noire. Ça peut être aussi à la plume d'ailleurs, mais ça a été souvent plutôt utilisé pour reproduire les effets du crayon. Et donc c'est une technique qui est très très facile à maîtriser, et Géricault va être tout de suite un des très très grands maîtres de cette technique, et on peut dire que avec quelques autres artistes, mais qui ne sont pas très nombreux, il a véritablement contribué à donner ses lettres de noblesse à cette technique. Alors là, c'est une très belle lithographie qui est inspirée
du dessin que vous voyez à gauche. Vous remarquez des variantes. Le dessin qui est présenté à gauche est ce qu'on appelle une première pensée, c'est-à-dire que c'est une étude encore assez libre d'une composition qui va se fixer par la suite. Et vous voyez, et ça c'est quelque chose qui est toujours très touchant, je ne sais pas si je vais réussir à utiliser le laser. Non, c'est pas grave. Regardez. Oui, Marthe a plus de talent que moi. C'est le bouton du haut, d'accord. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous le distinguez, au fond en particulier dans la salle, vous voyez le détail de cette tête de soldat qui est reprise avec un bandeau sur les yeux et qui est le bandeau qu'on va retrouver dans la lithographie. Donc en fait, il corrige son motif sur cette aquarelle préparatoire, qui est vraiment quelque chose qui, à l'époque où l'œuvre est exécutée, n'est pas destiné à être vu du public, mais qui très très vite va intéresser les admirateurs de Géricault, et très très vite, ces dessins seront collectionnés par les plus grands collectionneurs même du premier quart du 19e. Voilà, grande lithographie qui est cette fois tirée en couleur. On l'a aussi entièrement en blanc, ce qui rend l'effet de la neige encore plus impressionnant. Elle est intitulée « Épisode de la retraite de Russie ». Géricault a produit quasiment une centaine de lithographies et le musée de Rouen a la chance, et il y a vraiment 3 collections au monde qui peuvent s'enorgueillir de cela, de conserver la collection quasiment complète. La seule à être absolument complète est conservée à la Bibliothèque nationale. Et nous, sur une centaine de pièces, il nous en manque 2. Mais comme ce sont des pièces absolument rarissimes pour beaucoup d'entre elles, c'est malheureusement des lacunes que nous ne comblerons pas. Il se lance ensuite il se lance à peu près à la même époque dans la peinture du radeau de la Méduse. Et là aussi, il décide de représenter non pas un épisode historique, une scène de bataille, un moment tiré de la fable, c'est-à-dire de la mythologie gréco-romaine, mais une scène qui est traitée d'une façon qui n'est pas complètement contemporaine. Je reviens un petit peu à l'image du tableau, où rien n'enracine vraiment la représentation dans le monde contemporain, mais qui en même temps fait très très directement référence à un fait divers, on peut dire, très très dramatique, qui va secouer un peu les premières années du régime de la Restauration sous Louis XVIII. Pendant les guerres franco-anglaises, la France avait été chassée de sa colonie du Sénégal, et en 1818, on décide d'envoyer... les traités restituent le Sénégal à la France, les possessions françaises du Sénégal, et on envoie une frégate intitulée la Méduse pour reprendre pied là-bas. Et le commandement de cette frégate est confié à un officier qui s'appelait Chaumaré, qui était un officier qui avait immigré pendant la Révolution, qui n'avait plus commandé à la mer depuis la fin de l'Ancien Régime, depuis les années 1780, qui est très médiocrement compétent et qui va échouer la frégate sur un banc de sable au large de l'Afrique. Et la frégate est abandonnée. Une partie des officiers et des hommes embarquent sur des chaloupes, et puis ceux qui ne peuvent pas embarquer sur des chaloupes, ils se construisent un radeau de fortune, et ça va être un épisode absolument terrifiant au cours duquel une quarantaine d'hommes pendant des jours et des jours vont dériver dans l'Atlantique sur quelques mètres carrés secoués par les vagues et sans pratiquement de vivre, et vont assez vite s'entretuer, se livrer à des scènes de cannibalisme. Enfin, ça va être une histoire absolument épouvantable. Donc, quand ils arrivent au Sénégal, l'affaire s'ébruite. Certains rescapés publient un récit en fait de ce drame. Et ça va être les opposants au régime de la Restauration vont s'en emparer pour fustiger la faute qui a consisté à donner le commandement du navire à un officier pour des raisons plus politiques qu'en raison de ses mérites. Et donc Géricault, qui à cette époque-là est en train de
qu'on a vu royaliste au moment, et royaliste très convaincu au moment des 100 jours, au moment de ce petit intermède où Louis XVIII est obligé de céder la place pour quelques mois à Napoléon. Après Waterloo et après le rétablissement du régime de Louis XVIII, du régime de la Restauration, on va le voir nouer des liens de plus en plus étroits, et ça c'est une découverte de l'historiographie de ces dernières décennies. Il va nouer des liens de plus en plus étroits avec des milieux d'opposition, des milieux en faveur de l'abolition de l'esclavage, qui est un vrai sujet qui traverse la société française à cette époque-là, de façon très, très, très virulente. L'abbé Grégoire, qui avait été un des promoteurs de l'abolition de l'esclavage en 1794, continue à militer à l'époque de la Restauration pour l'abolition de l'esclavage qui avait été rétablie en 1802 par Bonaparte. Et on le voit se lier avec des opposants au régime qui sont tantôt des bonapartistes, mais peut-être plus souvent encore des gens qui appartiennent à des républicains assez radicaux. Et donc, très clairement, le radeau de la Méduse est un tableau polémique. Et c'est un tableau qui, d'ailleurs, ne pourra pas être exposé au Salon de 1819 avec pour titre radeau de la Méduse, parce qu'il n'aurait pas franchi le barrage du jury. Et donc, il est exposé sous le titre de Scène de naufrage. Et le tableau alors rencontre un succès public incontestable, notamment en raison du caractère un petit peu polémique du sujet. Mais grosso modo, l'image n'est pas comprise et elle est... Tout le monde sait en fait de quoi il est question. Tout le monde a connaissance des horreurs qui se sont produites sur ce radeau. Et quoique Géricault en ait livré une vision presque héroïsée à certains égards, avec notamment certains corps qui sont des corps véritablement michelangelesques, très, très athlétiques, très puissants, très, très musculeux, bien différents sans doute de ce à quoi devaient ressembler les morphologies des survivants après quelques jours seulement d'ailleurs de dérive. Et ça représente le moment où les rescapés aperçoivent l'Argus, qui était le bâtiment qui finalement les sauvera. Et on a là une composition très, très pyramidale, mais cette ambiance très, 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 très glauque, les teintes terreuses, dont on sait qu'elles se sont accentuées avec le temps. C'est un tableau qui a mal vieilli. C'est un tableau qui était absolument sans aucun doute plus clair avant. Dès les années 1830, je crois, on remarque que le tableau s'assombrit. On en fera réaliser des copies d'ailleurs. Mais Géricault l'œuvre n'est pas vraiment appréciée pour ce qu'elle apporte picturalement. C'est-à-dire que un véritable succès, ou le principal succès, on va dire, est un succès de scandale presque. Tableau pourtant absolument remarquable, tableau de 7 mètres de large, et qui est très très impressionnant aussi parce qu'il tranche complètement avec les codes de la peinture d'histoire dans cette manière de choisir pour un tableau monumental un fait divers finalement, un fait divers très très dramatique, et qui de surcroît est traité d'une façon qui est à la fois, qui rappelle toutes les duretés du drame et qui en même temps est extrêmement ambitieuse dans l'organisation des groupes de figures, l'articulation des personnages et même sa composition avec cette espèce d'élan qui se porte non pas vers le spectateur, ou au moins latéralement, mais qui se porte vers un point situé à l'horizon, qui est d'ailleurs aussi dans notre champ de vision à nous. Par parenthèse, plusieurs jeunes artistes de cette époque-là et amis de Géricault ou connaissances de Géricault, et notamment Eugène Delacroix, qui était plus jeune. Géricault, je vous l'ai dit, né en 1791. Eugène Delacroix est né en 96, donc il avait quelques années de moins. Et tout jeune homme, il
pose pour cette figure-là. Vous voyez, cette figure, alors, on ne le reconnaît pas, mais on le sait par des témoignages du temps, qui pose pour cette figure-là. Et d'autres personnages identifiés vont vont poser dans l'atelier. Alors, il a un atelier Faubourg du Roule. Il ne pouvait pas faire ça dans son atelier de la rue des Martyrs parce que le tableau était beaucoup plus grand, beaucoup trop grand. Et il travaille à ce tableau dans la fièvre, on peut dire, dans les années 1818-1819 jusqu'à sa présentation au Salon, faisant d'ailleurs les dernières retouches dans le Salon Carré du Louvre où l'œuvre est exposée. On a au musée plusieurs études qui sont préparatoires pour le radeau, et en particulier celle-ci, que vous reconnaissez peut-être. Enfin, le personnage, j'avais mis les images sur la même diapo, mais on ne le voit pas. C'est une étude pour ce personnage-là. Et puis, au verso, on a cette très belle étude de personnage, alors qu'il, lui, ne semble pas avoir été conçu pour le radeau de la Méduse. Il est représenté dans une pose qui n'a pas l'air de trop s'accorder avec la composition du tableau, mais c'est certainement un personnage qui a dû poser dans l'atelier au moment où il travaillait à la peinture. Ça, nous l'avons déjà vu. Alors, pendant très longtemps, le musée de Rouen et le musée de Rouen a encore la chance d'avoir une variété de dessins préparatoires en rapport avec le radeau de la Méduse qui est absolument sans équivalent ailleurs, et même sans équivalent au musée du Louvre. Le département des arts graphiques du musée du Louvre n'a que quelques rares feuilles en rapport avec le radeau. Il a fait l'acquisition d'un dessin absolument stupéfiant, qui est une scène de cannibalisme, parce que Géricault a imaginé toutes les combinaisons possibles avant d'arriver à la composition qui sera celle de la peinture, mais vraisemblablement aussi à cause de cette espèce d'aptitude. Enfin, c'est une manière de travailler, c'est une manière de se saisir du sujet. Je vous parlais de sa sensibilité à la souffrance humaine. C'est quelqu'un qui a produit des dessins qui représentent des épisodes qui étaient absolument impossibles à montrer sur les cimaises du Salon. On ne pouvait pas montrer sur les cimaises du Salon des marins français en train de s'entre-dévorer. Mais par le dessin, par ce travail de maturation qui se fait dans l'intimité de l'atelier, Géricault se pénètre de toutes les facettes du drame avant de se lancer dans la peinture. Et là, je vous montre quelques dessins. Alors, ce sont des dessins qui ont été acquis à la fin du XIXe siècle, qui sont dans des techniques très, très diverses. Comme assez souvent, les artistes Géricault a encore une méthodologie du dessin qui est très classique, très, très marquée par par un enseignement académique qui finalement remonte à la Renaissance, et qui veut en particulier qu'on procède pour un grand tableau à figure, disons, grosso modo de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on commence par jeter des idées sur le papier, et c'est ce que les historiens d'art, les premiers historiens d'art ont appelé, probablement les artistes aussi, les premières pensées. Le terme est utilisé d'abord par les Italiens qui parlent de primi pensieri, et très très souvent, ces premières idées de composition dans lesquelles l'artiste essaye d'anticiper un petit peu les grands jeux de la lumière, eh bien, les artistes vont les explorer par le biais de la plume et du lavis. C'est ce qui s'est fait très très fréquemment. Raphaël travaillait déjà très souvent de cette façon-là. Et donc, Géricault réalise plusieurs études à la plume et au lavis, où on le voit évoluer vers ce qui va devenir la composition finale. Vous voyez qu'ici, il a déjà imaginé l'idée des survivants du radeau. Et je crois si ma mémoire est bonne, il n'était plus que 12 à la fin sur une quarantaine à avoir embarqué sur le radeau. Donc les pertes avaient été terribles. Et ils sont comme ça, ils se projetés dans une espèce d'élan plein d'espoir vers le bâtiment qu'ils aperçoivent et qui
viendra les arracher à leur cauchemar. Mais vous voyez que la composition est complètement différente. Elle est latérale alors qu'elle deviendra, elle creusera l'espace dans la peinture définitive. Ce qui est aussi très beau, c'est cette manière de travailler avec des accents de pinceau très très vigoureux. Il y a des parties, notamment dans la voilure, où il travaille simplement au pinceau, c'est-à-dire qu'il ne dessine pas le contour des formes à la plume, il jette des espèces de taches de couleur très, très vigoureuses. Du point de vue de la technique de Géricault, ce qui va toujours caractériser et ses dessins et sa peinture, c'est quelque chose c'est une très grande énergie, une très grande fougue, et en même temps, parce qu'il a reçu un enseignement académique très très solide dans l'atelier de Guérin et en se pénétrant de la manière des maîtres anciens dans les galeries du Louvre, il va être un dessinateur extrêmement sûr, avec une main extrêmement sûre. Autre dessin, mais je vois que dans ce PowerPoint, il m'en manque plusieurs, mais ce n'est pas très grave. Autre dessin qui est conservé dans nos collections, lui aussi traité avec des accents de plumes très très vigoureux. Cette feuille où on le voit s'approcher de ce qui deviendra la composition définitive, mais sans avoir encore cette espèce de structure un peu pyramidale qu'on a dans le tableau final. Et vous voyez ici la phase ultérieure de son travail, quand il a plus ou moins fixé. On conserve de très nombreux dessins en rapport pour le radeau. On voit qu'il a très, très, très attentivement travaillé cette commande. C'était la première qu'il réalisait, cette commande, pardon. Je divague. Il ne s'agit absolument pas d'une commande. C'est un tableau que Géricault peint de sa propre initiative. Et quand il a fixé la composition du tableau qu'il entend exposer, il se livre, et là aussi c'est tout à fait conforme à une très vieille tradition dont les origines remontent à la Renaissance et qui va notamment être popularisée par Raphaël, plus tard par des artistes bolonais importants qui travaillent à Rome, que sont Annibal Carrach par exemple. Et il va faire poser dans l'atelier un modèle qui prend la figure qu'il a un peu sommairement esquissée dans ses études de composition, et puis il va réaliser des études qui cette fois sont à la pierre noire, sont au crayon si vous voulez, et qui vont être des dessins où il analyse beaucoup plus précisément l'anatomie de la figure, la morphologie du personnage, tout le système de muscles. Et ce sont en même temps des œuvres très libres où c'est des œuvres qui, encore une fois, n'ont pas vocation à être vues. Je me répète un peu, mais Géricault a été un dessinateur très très vite admiré et à juste titre, mais en même temps, à l'époque où il travaille, ce sont des œuvres qui, pour lui, n'ont qu'une vocation utilitaire essentiellement. Et donc, il va répéter le motif de la main, le motif du bras, etc. Il va occuper l'espace de la feuille avec plusieurs esquisses. Et on voit dans la partie basse, je ne sais pas si ce PowerPoint me permettra de vous montrer une autre image qui est conservée au musée. Ça, c'est préparatoire pour un autre groupe du musée. Ça, je passe. Alors, à la suite de ce semi-succès que constitue, on peut peut-être commencer par là, que constitue l'exposition de ce tableau qui n'est pas acheté par l'État. Hein. La grande ambition d'un artiste qui expose au salon, c'est de voir son tableau acheté par l'État. Et là, l'État, ça c'est une constante au XIXe siècle de tous les régimes successifs jusqu'à la Troisième République. À chaque salon officiel, l'État fait ses courses, si j'ose dire, et récompense les artistes qu'il juge les plus talentueux, que le jury juge les plus talentueux, par des acquisitions. Enfin, c'est le ministre, d'ailleurs, souvent en charge des Beaux-Arts, le ministre de l'Instruction publique, qui reviennent les choix, mais les choix ultimes. Mais Géricault ne vendra pas son tableau. En fait, Géricault ne vendra jamais de tableau à l'État pendant sa vie, et il faudra attendre sa mort en 1824, quand le scandale de la Méduse, du radeau de la Méduse, commence à être un petit peu oublié, en début de l'année 24.
pour que l'État achète le tableau pour le faire entrer dans les collections publiques. Donc vous voyez, c'est allé quand même assez vite, cette espèce de dépassement de la réprobation. Dès 1824, quand il meurt, tout le monde se rend compte que quand même une très très grande figure qui est disparue, et donc on décide de faire des acquisitions assez nombreuses. Sa vente d'atelier, à la dispersion de son atelier, l'État a fait pour le Louvre des acquisitions assez importantes. Alors Géricault a noué des contacts avec l'Angleterre, où il pense pouvoir, et il a raison, exposer le tableau avec plus de succès. Ça tenait à diverses raisons, au fait que les Anglais, d'abord, étaient très en avance sur la France du point de vue de l'organisation des expositions commerciales. Et il y a des entrepreneurs privés. En France, c'est très officiel, c'est sous le patronage du roi, etc. Ça se déroule dans le palais royal, enfin, le palais du Louvre, qui est une résidence monarchique. En Angleterre, il y a des entrepreneurs privés qui commencent à organiser des expositions de peinture et des expositions qui vont rencontrer parfois un très grand succès. Et Géricault part à Londres en 1819 pour exposer le radeau de la Méduse, et cette lithographie qui est aussi conservée dans des collections, dont on a d'ailleurs plusieurs tirages différents, qui était en fait la pochette dans laquelle on pouvait glisser toute une série de lithographies que nous avons la chance de conserver au musée. Celle-ci est en feuille libre, il n'y a pas le rabat qui permet de glisser des lithographies dedans, mais c'était la feuille de titre d'une série de lithographies qu'on appelle aujourd'hui la série anglaise et qu'il publie à Londres en 1821. La pièce de titre, elle représente un chariot, Various Subjects Drawn from Life and on Stone, donc dessiné d'après la vie et sur pierre, donc ça dit que ce sont des lithographies, en fait, qui est une technique qui n'est pas très pratiquée en Angleterre à cette époque-là, beaucoup moins qu'en France. En 1821, la France a déjà complètement adopté la lithographie, l'Angleterre ne le fera pas, beaucoup plus timidement. By Stone, by J. Géricault. Alors l'imprimeur s'est complètement trompé sur son prénom, puisque c'est le prénom Théodore, mais ce qui est surtout très émouvant, c'est que vous voyez ce personnage un peu déguenillé, qui suit le chariot avec un panneau sur lequel il y a écrit « Shipwreck of the Méduse », naufrage de la Méduse. Alors, on peut supposer que les Anglais étaient aussi intéressés par la représentation d'un désastre maritime français, finalement, parce que nos relations avec l'Angleterre dans le domaine naval ont souvent été un peu comme ça. Donc ce chariot, en fait, c'est le chariot dans lequel le radeau de la Méduse s'est promené, roulé, donc on le démonte de son châssis, on roule cette espèce d'énorme rouleau de 7 mètres de long, et puis il est présenté à l'Egyptian Hall, qui était une construction néo-égyptienne, dont la façade était ornée d'un décor néo-égyptien, qui appartenait à un entrepreneur très talentueux, et le tableau, en quelques mois, est vu par 40 000 personnes, ce qui était un énorme succès. C'était un énorme succès pour une exposition payante, hein. Et ça sera l'occasion pour Géricault de nouer des contacts très importants avec, en tout cas très intéressants avec certains artistes anglais. Il fera la découverte de Londres et il laissera en particulier une série absolument merveilleuse. Là, vous voyez, j'ai récupéré l'image sur le site de la BNF parce qu'elle était meilleure que celle que j'avais, mais c'est une planche qui existe dans nos collections. Et les suivantes en proviennent, par contre. Il laisse toute une série, donc Various Subjects Drawn from Life. C'est une série qui n'a pas vraiment d'unité thématique, si vous voulez. Il s'est consacré à des sujets de la vie quotidienne qui le passionnaient, en particulier le cheval, qui tient une place très très importante et qui est à la fois le cheval aristocratique, le cheval qui sert à la chasse ou à la course, mais aussi le cheval de labeur,
Il réalise quelques-unes des images qui, pour moi, sont vraiment parmi les chefs-d'œuvre de cette technique de la lithographie du XIXe siècle, par cette utilisation extrêmement brillante des contrastes de clair-obscur, ces noirs très, très charbonneux, qui rendent extrêmement lumineux les parties qui sont traitées en réserve, c'est-à-dire les parties qui ne sont pas dessinées, comme la croupe du cheval que vous voyez au centre, qui est simplement, où simplement il a évité de hachurer cette croupe, et ces graduations, si vous voulez, dans le traitement de la robe des chevaux, donnent une espèce de vie extraordinaire à ce petit cortège de chevaux de charge qui rentrent dans les Adelphi Wharf. C'était toute une série de constructions qui avaient été bâties à la fin du XVIIIe siècle par les frères Adam, et qui étaient des constructions on est sur les quais de la Tamise, et il y avait des parties qui servaient d'habitation et d'autres parties qui étaient des immeubles à vocation plutôt commerciale. On déchargeait les docks, on déchargeait les bateaux juste à côté, et donc il y a toute une vie dans ce quartier assez extraordinaire. Et ça c'est une image que je trouve visuellement très, très belle, très forte et très caractéristique de Géricault. J'ai parlé de l'empathie de Géricault, mais il a aussi une empathie très très grande à l'égard des chevaux. Et puis certaines de ces images les plus saisissantes et dont on ne peut manquer de relever la date extrêmement précoce, sont des images très poignantes de la misère qu'il découvre dans les rues de Londres. Les iconographes estiment que c'est parmi les tout premiers témoignages visuels qui adoptent une posture un peu critique à l'égard des énormes disparités de richesse qui sont criantes dans la société londonienne en pleine révolution industrielle, où de très très grandes fortunes côtoient une immense pauvreté et une misère terrible. Et Géricault conçoit ces lithographies qui sont vraiment des grandes feuilles, qui sont des œuvres visuellement très fortes, très simplement construites, pas narrative du tout, pas anecdotique du tout, mais en même temps très, très puissante, en jouant uniquement du noir et du blanc. Et il représente ici The Piper, c'est un joueur de cornemuse suivi par un petit chien. Il faisait de très attendrissants petits chiens, comme vous l'avez vu aussi dans la scène, dans l'épisode de la retraite de Russie. Ça, c'est une autre des images de cette série. On est plus de 15 ans avant les romans de Dickens qui vont précisément représenter cette réalité-là. Je crois qu'Oliver Twist, c'est la fin des années 1830, et là on est en 1821, donc très très tôt. Il reprend une nursery rhyme, une espèce de petite comptine enfantine. Ayez pitié des malheurs d'un pauvre vieillard que ses membres tremblants conduisent à votre porte. Et vous voyez, c'est assez fascinant de voir Géricault capable de concevoir, d'orchestrer une espèce de grande machine comme le radeau de la Méduse, capable de représenter des chevaux en mouvement, et puis capable aussi de construire des images beaucoup plus méditatives, beaucoup plus géométriques d'ailleurs, en jouant sur la puissance visuelle de ces grandes découpes, de cette grande verticale du mur, par exemple, de l'horizontale du trottoir, du carrelage, des effets de transparence de la vitre. Ça, la lithographie permet de très très bien représenter ça. Et puis, d'intégrer à ce décor un drame humain. Et puis on le voit, c'est une autre de ces lithographies sociales, on va dire, de la série anglaise, une lithographie intitulée A Paralytic Woman, c'est le titre je reprends l'orthographe de la légende, et qui représente une vieille paralytique portée sur une espèce de chaise roulante tirée par un domestique ou un époux d'ailleurs, à la mine très, très frustre.
et dont l'image effraie cette petite fille qui est sur la gauche et qui tient à la main sa petite sœur. Et voilà, là il y a aussi voilà, un échange de regards, une espèce de drame humain qui se joue et qui trouve encore un développement possible dans l'image de cette voiture très richement parée qu'on voit se profiler à l'arrière-plan. Il y a une manière de couper les détails aussi que je trouve très, très intéressante. Voilà. Et alors, ça correspond à une version où j'avais jeté un peu une espèce de pot pourri d'images sans les mettre dans le bon ordre, donc c'est pas grave. Ça, c'est des images qui sont à peu près contemporaines, qui réalisent pour un ancien demi-solde, un ancien officier de Napoléon qui les a diffusées en Amérique latine et qui étaient des images qui avaient vocation à être vendues au Pérou, au Chili, dans les nouveaux régimes qui s'étaient libérés de la tutelle espagnole. Et donc on y voit Géricault, encore une fois, se lier avec des figures qui sont des figures libérales, des figures d'opposition au régime monarchique européen en tout cas. Et voilà, mais je vois qu'il est 19h30, peut-être je laisse un petit temps de parole, je ferai défiler quelques images, et s'il y en a sur lesquelles j'ai un petit mot à dire, peut-être je ferai une petite incise, mais voilà, j'ai peur que les choses arrivent dans un ordre un peu décousu. Donc, je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudriez me poser. On va revenir sur une image. Il faut qu'un premier se lance, voilà, pour briser la glace. Merci Dédric pour votre conférence passionnante qui nous a permis de revenir sur la carrière de Géricault, de découvrir quand même ce fonds extraordinaire que vous avez au Musée des Beaux-Arts de Rouen. On n'a qu'une envie, c'est d'y courir, et puis bon, avec cette touche quand même aussi d'enseignement et d'académisme, parce que beaucoup d'étudiants sont là à vous écouter. Moi, j'avais juste une remarque en découvrant cette série anglaise qui est totalement surprenante lorsqu'on ne s'intéresse pas forcément plus que ça au XIXe siècle, à Géricault. Mais il y a un lien inévitablement avec Hogarth, ce que William Hogarth fait presque un siècle avant, avec cette vision très, très, très crue, très franche de cette population pauvre de Londres. Voilà. En plus, comme il travaille la gravure, c'est juste... Voilà. Je me suis fait la remarque en disant, tiens, ça m'évoque Hogarth, et puis c'est tout. Non, c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si c'est inspiré d'ailleurs de l'école anglaise éventuellement. Alors, on sait que Géricault, on n'a pas de trace de réaction de Géricault par rapport à des artistes un petit peu anciens comme Hogarth. Enfin, on sait qu'il rencontre des artistes contemporains, il va admirer les tableaux de Turner, il est... voilà. Mais manifestement, il sait, et vous avez tout à fait raison, Alicia, d'insister là-dessus, il a ouvert son regard en arrivant à Londres à des choses qu'il ne voyait pas de la même façon à Paris. Il faut dire que le spectacle de la misère à Londres est sans doute terrifiant, mais il existait vraisemblablement aussi à Paris, même si c'était peut-être, même si les contrastes étaient peut-être moins brutaux. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, il produit dans cette série anglaise, qui sont des œuvres, qui sont d'ailleurs des lithographies qui sont parmi ses plus grandes. Il a fait aux alentours de 1818-1819 des lithographies à laquelle se rattache l'épisode de la retraite de Russie, là, avec ce soldat avec un bandeau sur les yeux qui est en quelque sorte entraîné par un de ses camarades. Voilà. À part ça, beaucoup de lithographies de Géricault sont traitées plutôt en petit format. Là, il travaille en grand, et manifestement, oui, il s'est mis à regarder la réalité qui l'environnait autrement, et c'est probablement très juste de penser que c'est aussi au contact d'une culture visuelle différente, d'une tradition picturale différente de la sienne, et voilà, qui l'a engagé à des explorations formelles
qui n'existe pas, disons, dans les lithographies qu'il exécute en France. J'aurais une question en rebondissant sur votre propos. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le succès qu'il a eu en Angleterre et ce qu'il a produit en matière d'estampes de lithographie, est-ce qu'on a aujourd'hui beaucoup de collections de Géricault, de lithographie ou de dessins de Géricault dans les collections anglaises, privées ou royales, enfin je ne sais pas. Alors, quelques-uns, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais cette série anglaise ne va pas marcher commercialement. Géricault comptait un peu dessus pour gagner quand même un petit peu d'argent, parce qu'il se trouve que je vous le décrivais au début de cette intervention comme un fils de famille, mais les rapports avec sa famille vont se compliquer un peu au fil du temps pour des raisons diverses, et en fait, il a quand même besoin, il a quand même besoin de gagner un petit peu d'argent. Et donc, quand il va à Londres, c'est à la fois, il a touché un peu d'argent de l'exposition du radeau de la Méduse, qui a été un grand succès commercial, comme je vous disais. Mais par contre, il espérait vraiment que la lithographie à laquelle il avait donné ses lettres de noblesse à Paris, enfin, il avait contribué à lui donner ses lettres de noblesse, cette technique qui commence véritablement à se diffuser dans les milieux artistiques en 1817. Donc, on est vraiment juste avant, quelques années avant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'abord peut-être parce que les Anglais n'avaient pas très envie de voir ça, et puis peut-être aussi parce que, mais il y avait des planches de la série que je vous ai pas montrées, hein, qui étaient dans l'autre PowerPoint, qui étaient des scènes d'équitation, par exemple. Il y en avait qui représentaient des horse guards, enfin qui étaient beaucoup plus consensuelles, on va dire. Mais celles-là non plus ne marcheront pas, et là les historiens de l'art estiment que c'est plutôt lié à la technique, qui en fait, les Britanniques à cette époque-là sont très attachés à la gravure sur métal, à la gravure sur bois aussi, bientôt. Mais la lithographie, c'est encore un langage un peu neuf. Ils ne s'y convertiront d'ailleurs que beaucoup plus timidement qu'en France, que plus tardivement. Voilà. Alors, avant, je vois qu'aucune main pour le moment ne se lève, donc je résume un peu, j'évoquais ça dans le PowerPoint un petit peu plus propre que celui que vous avez vu. J'évoquais la fin de la vie de Géricault, qui, je vous dis, il meurt à 32 ans, mais pourquoi ? En fait, il a probablement, au retour d'Angleterre en décembre 1821, très très vite, dans les mois qui vont suivre, il va commencer à avoir des problèmes de santé, notamment des problèmes osseux. Je passais très vite sur son amour du cheval et sa passion des chevaux. On a pu la pressentir dans l'officier de chasseur à cheval de la garde impériale Chargeant, mais il a peint beaucoup de chevaux, et dans la lithographie, ça tient une très très grande place. C'était un cavalier passionné, et un cavalier complètement, presque suicidaire en fait. Delacroix, c'était aussi un petit extrait que j'avais reproduit à l'écran. Delacroix décrit un déjeuner avec Géricault et son père, et Géricault, en plein milieu du repas, disparaît, monte sur un cheval. Il dit qu'il choisissait toujours les chevaux les plus difficiles à monter, des chevaux entiers, des chevaux non castrés, sur le dos desquels il sautait par surprise. Et donc, Géricault décide d'aller faire une promenade au bois de Boulogne, et puis il revient, on entend un fracas, il revient quelques minutes après avec les vêtements en lambeaux, et il redisparaît pour remonter sur un cheval, etc. Bon, bref, quelque chose de très tourmenté, presque suicidaire, ou en tout cas une espèce de volonté de vivre très très intensément, et de vivre notamment cette passion du cheval. En 1823, en août 1823, je crois, il fait une chute de cheval extrêmement grave qui va lui casser quasiment la colonne vertébrale, et il va connaître une agonie très très dure, très 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 longue et très très pénible, et qui va beaucoup marquer les artistes de la génération romantique. Et Géricault, c'était ma conclusion, en fait, Géricault a été véritablement une espèce de figure mythique de l'artiste maudit, dont le romantisme va faire une espèce de topos, enfin de lieu commun.
parce que, et notamment, alors cette espèce de carrière fulgurante, ces succès suivis de revers, d'échecs retentissants, cette espèce d'énergie qui traverse à peu près toute son œuvre, mais aussi cette fin tragique. Et alors, ma collègue Jeanne-Marie David, qui enseigne aussi à l'ICP, à l'Institut catholique de Paris, sur le campus de Rouen, disait qu'elle avait entraîné des étudiants de L1 dans les salles Géricault il y a quelques jours, et que certains avaient été un petit peu traumatisés par une salle qui est dédiée à l'image, à tout ce mythe du Géricault souffrant, qui a été très représenté par les artistes. On a commercialisé son masque mortuaire, et Géricault, en fait, finit, Delacroix en parle dans son journal juste avant sa mort. Il dit qu'il ressemble à un vieillard de 90 ans. Et on en a plusieurs images. Il est totalement émacié, il n'a plus que la peau sur les os. Et cette image de ce génie, parce que c'est un artiste complètement génial, qui finit grabataire à 32 ans, ça va être une des grandes images de l'artiste maudit. Et il va y avoir un culte d'ailleurs un peu morbide autour de tout ça. Je vous disais que son masque mortuaire, dont nous conservons un tirage en bronze au musée, que nous n'exposons pas d'ailleurs, que j'ai le projet d'exposer, que j'aurai peut-être le temps d'exposer avant mon départ, sinon c'est Jeanne-Marie qui s'en occupera. C'est une image très saisissante. Mais on a déjà dans cette salle plusieurs images du Géricault mourant, et ça nous a paru important de les montrer, parce que même si on peut juger aujourd'hui qu'il y a un petit côté un peu malsain à cette complaisance à représenter la déchéance physique d'une grande figure, c'est aussi intéressant dans toute la mythographie romantique de l'artiste confronté à un destin funeste. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Voilà, en tout cas, je vous engage à reprendre le chemin du musée. Je devais vous montrer aussi une œuvre qui pour tous les amateurs de Géricault, justifie à elle seule le pèlerinage à Rouen, si j'ose dire. C'est la sculpture Nymphe et Satyre qui est exposée dans nos salles, qui est la seule sculpture en taille directe qui subsiste aujourd'hui de Géricault. Géricault a voulu être sculpteur, en fait. Géricault il s'y est essayé de façon très épisodique, mais il a laissé, à peu près au moment où il travaillait sur le radeau de la Méduse, un petit peu avant, en fait, une sculpture qui représente une scène d'accouplement physique entre un nymphe et une satyre, une œuvre assez violente, assez vigoureuse formellement d'ailleurs aussi, où les plans sont vraiment traités de façon très schématique, qui est une œuvre pleine d'énergie, avec un côté très michelangelesque d'ailleurs, très directement inspiré de la vision du corps humain de Michel-Ange, et qui d'ailleurs est traité dans une technique que les sculpteurs de l'époque ne pratiquent pas du tout, c'est-à-dire vraiment de taper sur une pierre calcaire pour dégager soi-même la forme, sans confier ça à des praticiens qui recopient une image qui est dans un autre matériau. Là, il travaille véritablement la pierre. Et ça, c'est une œuvre que aucun musée et aucune collection particulière au monde ne conserve rien de comparable. Donc ça aussi, c'est une chose que je vous engage à venir voir. Peut-être je dirais, avant de vous inviter à poser les dernières questions, que ce qui me paraît riche dans le partenariat que nous avons noué avec l'Institut catholique campus de Rouen, c'est précisément cette espèce d'aller-retour auquel nous vous engageons entre l'amphithéâtre ou la salle de cours et les galeries du musée. Et c'est les étudiants, je m'adresse là peut-être aux étudiants qui sont dans la salle et qui sont dans la ville. Vous avez la chance d'être dans une ville où il est extrêmement simple d'aller au musée. Si vous voulez aller voir le radeau de la Méduse, je ne dis pas que c'est un parcours du combattant, mais c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué. Il vous faut faire... le temps que vous y arriviez, vous aurez
parcouru un bon kilomètre. Tandis qu'ici, voilà, quand vous êtes en centre-ville, vous faites quelques pas, vous rentrez dans les collections. Je rappelle, bon, les étudiants, ils sont de toute façon ils entrent toujours gracieusement, mais ça vaut pour tout le monde. On peut rentrer, aller voir la salle Géricault et en ressortir un quart d'heure après. Et c'est une expérience à laquelle je vous engage vivement. Donc, je pense qu'il faut conclure cette soirée par une visite au musée et la compléter. Et vous y découvrirez des choses que je ne vous ai pas montrées ce soir et qui sont pourtant tout à fait importantes. Bon. Merci bien. Merci infiniment, cher Diedrich, pour cette passionnante incursion dans l'univers de Géricault. Alors que les Rouennais connaissent plus ou moins, mais qui a été absolument passionnante. Une petite annonce simplement pour notre public rouennais. Donc le cycle Histoire et patrimoine continue, reprend sa place le jeudi soir à partir du mois de février, avec je crois un rendez-vous le 27 février avec une intervention de Guillaume Goron sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale dans le cadre de l'exposition que vous pouvez encore visiter, je crois, Diedrich. Jusqu'au début juin, c'est une exposition une exposition que nous avons montée ensemble avec Guillaume, qui est extrêmement savant sur le sujet et qui, vous me permettez d'en dire un mot ? Je vous en prie, au contraire. Voilà, qui est une exposition consacrée à un chantier qui a duré pendant plus de 60 ans au XIXe siècle et qui est un chantier extraordinairement important, qui est celle de la construction de l'actuelle flèche en fonte de fer de la cathédrale de Rouen, qui a été pendant quelques années le monument le plus haut du monde, et que les historiens des formes et des techniques industrielles considèrent comme un chantier qui est un jalon aussi important que celui de la construction de la Tour Eiffel. Vous voyez, donc c'est pas rien. Et voilà, on évoque comme ça dans une petite exposition qui est assez ramassée, mais qui est tout à fait intéressante, l'histoire de ce très grand chantier, et puis l'importance. On ouvre en fait sur les restaurations actuelles de la flèche de la cathédrale. On fait évidemment le lien avec le drame qui a frappé Notre-Dame en 2019, Notre-Dame de Paris. Voilà, ça sera une conférence tout à fait passionnante, et Guillaume, je vous l'assure, est un très très brillant orateur. Merci infiniment, jeudi 27 février. Et encore merci, cher Diedrich, pour cette soirée. Merci.